Voilà, vous suivez Midi chez nous. Notre premier invité se nomme Kablan Alias. Il est professeur, je le rappelle, en archivistique. Bonjour, monsieur. Bonjour, madame. Et très heureuse de vous recevoir sur ce plateau de Midi chez nous. Merci. Alors, on parle d'archiver. Le thème que nous avons retenu pour cet échange, c'est archiver pour une société émergente. Bien sûr. Mais dans un premier temps, il serait intéressant que vous puissiez nous décrire ce métier. Bien, merci, Christelle. Caroline, excusez-moi. Merci pour cette opportunité. Je voudrais dire que ça fait deux fois que je viens sur le plateau pour parler à d'autres occasions. Ah Parler du d'accord, mais métier c'était pas ici, hein, c'était pas Midi chez nous, oui, c'était pas d'accord. Midi chez nous, c'était d'abord une autre émission avec Djiké, Justine. D'accord. Alors, l'archiviste, il faut vous dire que c'est un professionnel. Il est formé comme tout autre professionnel, c'est un corps de métier et qui véritablement a un rôle principal, important à jouer au sein d'une administration. Ça veut dire, On est pressé de savoir ce rôle. Oui, ce rôle-là, vous voyez, tout à l'heure, quand vous avez besoin d'informations, pour préparer votre émission, pour prendre une décision dans l'administration, vous avez besoin d'archives, c'est-à-dire vous avez besoin d'informations, mais ce sont des informations consignées, c'est-à-dire des informations qui sont écrites, qui sont manuscrites, qui sont des informations sur support numérique, audiovisuel, toutes sortes d'informations que l'archiviste se charge de mettre à votre disposition. Parce que vous en avez besoin pour véritablement gérer votre institution. Deuxième chose, pour permettre aux citoyens de justifier des droits et obligations, et puis pour sauvegarder la mémoire de l'institution. Voilà, donc il y a trois grands champs d'action de l'archiviste. Permettre la gestion du service. Voilà, donc vous gérez, si je comprends bien, vous gérez entièrement les informations d'une entreprise. Enfin, ça peut être une entreprise, ça peut être l'administration, ça peut être famille, des individus, des particuliers, des associations, des ONG, tout cela. Des partis politiques, tous ceux qui ont véritablement besoin d'une organisation pratique et une organisation rationnelle de leurs informations. Mais vous, comment vous êtes arrivé dans ce métier ? Bien, il faut dire que c'est quand même une passion que j'ai développée depuis lors. J'étais d'abord étudiant à l'université, j'ai présenté le test pour entrer à l'INSAC. Mais à quel moment de votre cursus scolaire vous avez reçu l'information? Parce que généralement, archiviste, je veux dire, c'est pas quelque chose de très connu. Vous allez prendre un élève ou un étudiant, qu'est-ce que tu veux être? Il te dira, mais je veux être médecin, je veux être journaliste, je vais pas citer tous les autres corps de métier. Mais à quel moment vous avez eu cette information et à quel moment la passion est venue en vous? Bon, je dois dire que c'est quand même un heureux concours de circonstances parce qu'il a fallu que je présente le test d'entrée à l'INSAC pour devenir professeur. C'est là que j'ai découvert qu'à l'intérieur de l'INSAC, il y a effectivement quatre écoles et 2 centres. Vous vous rendez compte? Et donc l'information. Vous aviez l'intention de rentrer à l'INSAC? Oui, pour devenir professeur d'art dramatique. Ah d'accord. Dans un premier temps. Et c'est là que j'ai découvert cette passion pour les archives. Après, je suis allé à l'école de formation à l'action culturelle. Mais pourquoi avoir abandonné l'art dramatique? C'est pas un abandon, je crois que c'est une sorte de... Il y a un lien? Vous trouvez qu'il y a un lien? Il y a un lien parce que toute activité converge vers les archives. Quel que soit ce que vous faites, tout à l'heure vous présentez une émission. Vous avez un conducteur. Bien sûr. Mais le conducteur, il faut archiver votre conducteur. Chaque émission, les émissions qui se suivent ne se ressemblent pas, n'est-ce pas? Donc vous avez besoin certainement de consulter le conducteur ou les conducteurs des émissions passées pour pouvoir peut-être améliorer certaines choses. Donc celui qui est au niveau des arts dramatiques... Mais je veux dire, chacun le fait à son niveau. Chacun un peu archiviste. Mais bon, l'archiviste dont il s'agit... Donc, tel que vous l'expliquez, tel que vous nous décrivez nos différentes activités, nos différents besoins d'archiver, je veux dire, on n'a pas forcément besoin de personnes, de professionnels. Si, parce que là, vous archivez de quelle manière, vous? Ben, j'archive comme je le sens. Voilà. Alors que, comme ça doit être archivé de façon professionnelle, il faut que vous soyez formé. Il faut qu'on vous apprenne. Là, c'est 2 ou 3 conducteurs. Mais lorsque vous allez produire plus de documents, vous faites comment? Voilà, donc c'est difficile pour des personnes... C'est à vous de nous le dire. Voilà. Alors, je veux dire, c'est pas tout de suite... C'est d'ailleurs l'erreur qu'il ne faut pas commettre. Parce qu'en réalité... bon,
vous produisez des documents. C'est votre téléphone qui sonne? Oui, je crois bien. D'accord, allez-y, éteignez-le parce que nous sommes en direct. Oui, je crois que le chef de plateau vous a bien dit d'éteindre votre téléphone, peut-être. Vous l'avez. Ah, d'accord. Je ne sais pas pourquoi il s'allume. C'est étonnant. D'accord. Toutes nos excuses aux téléspectateurs et puis c'est des choses qui arrivent. D'accord. Donc, on continue. Donc, archiver. Tout le monde doit archiver. Que ce soit les personnes physiques, que ce soit les PME, les entreprises, les familles, tout le monde doit organiser ses archives pour une sauvegarde de la mémoire. Parce que toutes les personnes, d'ailleurs même quand vous naissez, le premier document qui vous accompagne, c'est le certificat, votre extrait d'acte de naissance qui prouve que vous existez. Quand vous mourrez aussi, c'est bien sûr, votre certificat de décès. Donc, au début et à la fin, les archives sont présentes. Voilà, donc, toute personne qui exerce une activité, toute entreprise qui fonctionne correctement doit avoir une fonction archive, c'est-à-dire doit disposer d'un ensemble d'informations. D'accord. Quel commentaire faites-vous de ces images que nous voyons? Bien, c'est malheureusement notre lot quotidien, n'est-ce pas? En tant que formateur, nous avons accès à tout ça. Vous êtes souvent confronté à ça dans les entreprises? Bien sûr, bien sûr. Alors là, ce sont les archives d'une entreprise dont je tairai le nom parce que nous sommes archivistes et donc nous sommes astreints au devoir de réserve. Et donc, ce sont les archives d'une institution qui, véritablement, n'a pas organisé ses archives depuis le début, qui a fonctionné comme ça de façon, je sais pas comment on va dire, enfin, anarchique. Anarchique. Parce que c'est un véritable tohu-bohu, un véritable et le résultat, il est présent, il est alarmant parce que quand on vous demandera de trouver des informations dans ce vrac, je me demande comment vous allez vous en sortir. Ah, j'imagine. Hein, voilà, et quand on veut être émergent, on commence déjà par organiser ses archives dès le début pour éviter que nous ayons cette situation désastreuse, je veux dire. Alors donc, les informations que vous allez retrouver... Lorsqu'il y a la présence d'un archiviste dans l'institution, en 2 minutes, vous pouvez passer pratiquement 2 jours, voire 1 semaine. D'accord. Alors, on est vite passé quand même sur la première image. Mais je veux dire, ce désordre que nous avons vu là, c'est-à-dire que quand vous intervenez, est-ce qu'on peut avoir ce résultat que nous voyons? Bien sûr. Nous formons des étudiants qui font mieux que ça d'ailleurs. Donc, ce sont des exemples de dépôts d'archives bien organisés et qui doivent être tenus par des professionnels parce que ce qui est là, c'est un travail colossal. Ce n'est pas du jeu. Alors, je peux dire que c'est une entreprise d'ailleurs qui se débrouille parce que les conditions de conservation ne sont pas optimales. Bon, mais quand même, c'est acceptable. Moi, je suis bien curieuse de savoir, qu'est-ce que vous dites concrètement à vos étudiants pour qu'on puisse obtenir ce résultat? Bon, il y a un certain ensemble de modules. C'est une formation. C'est une formation comme une formation universitaire, toute autre formation, qui a un cursus avec une maquette pédagogique. D'accord. Voilà, donc quand vous entrez à l'INSAC et surtout à l'EFAC, vous avez d'abord un niveau bac. Et vous faites la licence 1, la licence 2 et la licence 3. Vous sortez avec une licence professionnelle. Donc 3 ans à étudier comment organiser les archives, à étudier comment les traiter, à étudier comment les communiquer, à étudier comment les collecter dans les services. Est-ce qu'il y a des qualités requises pour être un bon archiviste? Si par exemple vous êtes une personne naturellement désordonnée, est-ce que par ces modules que vous allez enseigner, les étudiants ou les élèves vont changer? Bien sûr. Ils vont changer de comportement. Oui, tout à fait. Ils changent, bon, je ne dirais pas du tic au tac. Il faut avoir d'abord des prédispositions. Bien sûr. Bon, pas forcément des prédispositions, parce que vous pouvez être une personne désordonnée, mais quand vous arrivez, on vous apprend des méthodes pratiques, rationnelles d'organisation. Donc vous sortez déjà en étant transformé. Parce que la formation, c'est une transformation. Vous voyez, vous venez, vous êtes désordonné, mais nous enseignons des techniques vraiment efficaces qui vous permettront d'être vous-même bien organisé, parce que toute personne produit des archives, et puis de mettre vos compétences au service des institutions qui vous embauchent. Voilà, donc, et généralement, quelles sont les difficultés que vous rencontrez? Bon, c'est ce que je viens d'évoquer tout à l'heure, c'est le problème d'embauche. C'est quand même difficile pour les étudiants de s'insérer, tout simplement parce que les personnes, les PME, les entreprises ne savent même pas qu'on forme des archivistes à l'INSAC. Vous voyez, il y a une image peut-être qui n'a pas été sélectionnée, c'est une image d'étudiants en stage et qui traitent les documents dans des conditions difficiles.
Malgré cela, il faut le dire, hein, le grand public ne connaît pas bien l'INSAC, encore moins les facs. Et qu'est-ce que vous faites pour que l'INSAC soit connu ou que ce métier d'archiviste soit connu? Oui, c'est ce que nous faisons maintenant, d'accord, en acceptant notre invitation. Bien sûr, de venir. C'était d'ailleurs avec plaisir que nous sommes venus. Et puis, en plus de cela, il y a des associations qui existent, qui font leur travail sur le terrain. Malheureusement, ces associations, j'avoue, qui ne sont pas très dynamiques, mais il va falloir booster un peu. Il y a des étudiants aussi qui mènent des actions. Et puis, de quel ordre? Bon, des actions de sensibilisation, des journées portes ouvertes, qui mènent aussi des activités de sortie en entreprise. Par exemple, moi je suis aussi enseignant, je suis chargé de cours à l'ENA à l'époque, et donc je mène des visites guidées dans des entreprises pour montrer un peu la réalité des archives aux étudiants, aux fonctionnaires et tout ça. D'accord. Pour aller tout droit au cœur donc, de notre sujet du jour, comment archiver peut donc contribuer à l'émergence d'une société? Bien, alors merci pour cette question. Alors je remarque qu'aujourd'hui, toutes les personnes qui exercent une activité produisent nécessairement des documents. Vous voyez. Et si vous ne prenez pas toutes les dispositions pour organiser ces documents de façon rationnelle, vous vous retrouvez dans une situation d'inertie, sans pouvoir réagir. Vous ne pouvez pas retrouver les informations quand vous avez besoin de ces informations. Je vais vous donner un exemple. Il y a certaines entreprises, par exemple, qui ont payé le double de leurs impôts, tout simplement parce qu'elles n'ont pas retrouvé la quittance, pouvant justifier le paiement de l'impôt. Alors donc, c'est des centaines de millions que l'entreprise perd. Deuxième chose, quand on parle de bonne gouvernance, il faut bien que les archives soient bien organisées. Regardez par exemple, quand il y a une passation de service, symboliquement on nous tend les dossiers, n'est-ce pas, l'entrant et le sortant, n'est-ce pas, devant la caméra, se saluent en échangeant les dossiers. Mais le dossier symbolise quoi? Il symbolise toutes les actions passées et qui sont matérialisées dans ces documents. Donc c'est-à-dire que celui qui entre, naturellement, prend connaissance des dossiers en cours, prend connaissance des perspectives et continue l'action administrative. C'est cela. Vous voyez. Donc l'administration est une continuité grâce aux archives. Mais s'il n'y a pas de documents organisés, les images qu'on a montrées tout à l'heure de vrac, comment on ne peut pas transmettre un vrac à des personnes, n'est-ce pas? Et puis, quand des institutions fonctionnent sans fonction archive, c'est-à-dire sans service d'archives, c'est difficile. Vous retrouvez vos informations comment? N'est-ce pas? Quand vous devez prendre une décision, sur quelle base prenez-vous cette décision? Mais je veux dire, est-ce que ça se limite juste à l'ordre ou il y a autre chose derrière? Il y a d'abord l'ordre. Parce que rien ne peut se construire dans le désordre. Tout à l'heure, on a montré les images. On ne peut rien faire dans le désordre. Donc, ça commence par l'ordre. Et celui qui est chargé de mettre en place cet ordre-là, c'est l'archiviste. C'est une personne formée à cet effet. Donc, je voudrais attirer l'attention de tout le monde là-dessus. On a tendance à prendre des fonctionnaires, des agents qui ont quand même 30 ans ou 40 ans de service pour gérer les archives. Je voudrais dire qu'il faudrait que cette pratique cesse. Tout simplement parce qu'il y a des professionnels et des personnes qui sont formées à cet effet. Une personne qui a fait 30 ans d'administration, c'est vrai, maîtrise bien les dossiers, mais n'a aucune idée, n'est-ce pas, de la façon dont il faut organiser les archives. Est-ce que vous comprenez? Donc, déjà, le fait de mettre de l'ordre dans nos archives est un gage de bonne gouvernance parce que ça permet une traçabilité de l'action administrative. Vous voyez, quand vous arrivez, on reconnaît tout de suite ce que vous avez fait, ce qui reste à faire et ce qui doit être fait pour, je vais dire, en tenant compte de court terme, du long terme, et ainsi de suite. Donc, comment ça se passe? Je veux dire, une fois que vous avez tout ordonné, une fois que vous avez tout organisé, vous avez classé et classifié les informations et les documents. Comment ça se passe? C'est-à-dire, dans l'entreprise ou dans l'administration, on s'adresse à vous lorsqu'on a besoin de telle ou de telle chose. Bien sûr. Et si, par exemple, vous êtes absent, comment ça se passe? Bien entendu, c'est une continuité, c'est un service. C'est un service. Quand vous êtes absente, par exemple, bien entendu, il y a quelqu'un qui vous remplace. Et donc, vous, en tant qu'archiviste, lorsque vous êtes absent de votre poste, si vous êtes archiviste d'une entreprise, lorsque vous êtes absent, qui vous remplacera? Oui, bien sûr. La fonction archive est tenue par une équipe. D'accord. Voilà, parce que c'est ce qu'il faut dire aux personnes, aux entreprises. Elles recrutent une seule personne. En fonction de quoi? En fonction de la taille de l'entreprise? La taille de l'entreprise, en fonction de la taille de l'entreprise, en fonction des besoins. En fonction de la production documentaire, il y a une équipe qu'on doit constituer, une équipe d'archivistes. De telle sorte que l'archivistique est une science d'ailleurs. Et dans cette science, le professionnel joue un rôle.
Vous voyez, qui met en place une politique d'archivage. Et au sein de cette administration, chaque personne, à quelque niveau qu'elle soit, n'est-ce pas, joue son rôle précisément. C'est une administration. D'accord. Voilà. Madame Yedreux nous suit depuis plus d'une dizaine de minutes. Elle a certainement son mot à dire. Non, je constate avec vous que c'est une fonction, c'est vrai, pour laquelle je n'avais pas pris la pleine mesure telle que monsieur l'a décrit maintenant. C'est vrai que je savais que c'était important d'avoir des archives, mais gérées par des professionnels, je veux dire, particulièrement non. Je n'avais pas particulièrement cette information-là. Et je vois aujourd'hui que, enfin, l'importance de cette fonction dans une organisation. Dans une organisation. Voilà. C'est vrai qu'il y a... Toutes les fonctions de l'administration sont importantes, mais on a souvent tendance, de façon, je dirais, mécanique, à classer dans notre esprit des fonctions. Mais il n'y a pas de fonctions moins importantes que d'autres dans une administration. Bien sûr. Vous gérez l'information au quotidien. Vous détenez, je veux dire, un grand et gros pouvoir, parce que vous avez en main toutes les données. Oui. Toutes les informations. Toutes les informations relatives. Alors là, ça fait quand même un peu peur. Non, c'est un métier qui est noble. Est-ce que vous-même, ça ne vous porte pas préjudice? À quel niveau? Je veux dire que vous avez tous les secrets, tous les petits secrets, ce qu'on doit savoir, ce qu'on ne doit pas savoir. Vous avez tout cela en votre possession. Oui. Mais bien entendu, dans le cursus de formation de l'archiviste, c'est un cursus. Donc, il est astreint au devoir de réserve. Il y a des cours sur la législation. Donc, il y a des limites n'est-ce pas, dans l'action de l'archiviste. Il ne doit pas divulguer les informations qu'il a à sa possession. On a un code de déontologie professionnelle. Donc, c'est une formation. C'est pourquoi il ne faut pas récupérer quelqu'un qui ne s'y connaît pas pour gérer les archives. Parce que cet archiviste-là est astreint au devoir, au secret professionnel. Et dans certains pays comme le Sénégal... On sait qu'entre êtres humains, ce n'est pas toujours qu'on respecte les choses qui sont établies. Si, mais est-ce qu'il y a dans le cadre professionnel, il y a des lois. Il y a des lois. Je veux dire, pour celui qui trahit, par exemple, un secret professionnel, qu'est-ce qu'il endure? Bien entendu, ce sont les peines privatives de liberté. S'il s'agit, par exemple, si c'est vraiment avéré qu'il a, par exemple, détruit des archives, qu'il a communiqué illégalement des documents, qu'il a certainement peut-être gardé par devers lui certaines archives, il y a des dispositions dans le code pénal qui, bien sûr, sanctionnent ce genre de personnes. Je vous donne par exemple le cas du Sénégal, où l'archiviste prête serment avant de prendre fonction. Vous voyez. Donc il est astreint au même devoir de réserve que le magistrat, que le médecin par exemple. Donc il n'a pas le droit de communiquer. Et d'ailleurs, dans une administration, les informations ne sont pas communiquées à toutes les personnes. Bien, il y a des personnes qui ont droit à certaines informations, d'autres pas. Donc, lorsque vous venez dans le service d'archives, vous rencontrez l'archiviste qui regarde dans le document et qui vous donne l'information n'est-ce pas, qui correspond à votre grade, qui correspond à votre niveau, dans votre position dans l'administration. Donc, ce ne sont pas des informations qu'on communique comme ça. D'accord. Voilà, sans précaution. Est-ce que les étudiants que vous avez semblent-ils très intéressés à ce métier? Ils sont nombreux? Bien sûr. Ils sont peu? Ils sont très nombreux. De plus en plus, ils sont très nombreux. Je vous donne les effectifs. Au niveau de l'EFAC, nous avons près de 600 à 650 étudiants. Répartis suivant les sites. Plus de 650, hein. Oui, c'est pour dire que c'est quand même quelque chose de sérieux. C'est une institution étatique qui a été créée depuis 1991 par la fusion de l'INA et du CAFAC. Et donc, nous formons, l'entrée c'est par voie de concours. Hein. Par voie de concours. Par voie de concours. Donc, c'est uniquement ceux qui sont titulaires du bac, d'abord. Voilà, du bac, de la licence et de la maîtrise des universités qui viennent chez nous pour... Et la formation dure combien de temps? Ça dépend. Pour le cycle licence, c'est 3 ans. Et pour le cycle master, c'est 2 ans. Donc, quand tu prends quelqu'un qui est en licence, qui entre en licence 1, il a 5 ans à faire pour sortir avec un master 2. Voilà. Et ça paye? Bien sûr, parce qu'aujourd'hui, on n'a pas une idée claire de tous ceux qui sont non seulement qui travaillent dans le privé, et aussi dans le public. Voilà. Donc, Monsieur les étudiants sont vraiment dévoués. Oui, d'accord. Nous sommes pratiquement au terme de notre entretien. On va vous demander de vous adresser à tous ces étudiants qui nous regardent et qui sont intéressés aujourd'hui, à partir de maintenant, bien sûr, avec toutes ces informations qu'ils ont reçues. Alors, dites-leur quelque chose.
Bien, merci. Bon, Et aussi, adressez-vous aux entreprises qui n'en voient pas encore l'intérêt. Bien sûr, c'est ce que j'allais dire. Aux entreprises, je voudrais leur dire ceci. Aujourd'hui, il faut vous dire que ce n'est pas professionnel de traiter vos archives de la sorte. On a vu les images tout à l'heure, c'est vraiment pas professionnel. Si vous voulez être compétitif, si vous voulez être concurrentiel, il faut bien entendu engager des professionnels qui sont formés à l'INSAC et précisément à l'EFAC. Pour certains qui sont dans le domaine des archives, qui sont venus comme ça dans le domaine des archives, il faudrait venir rencontrer les responsables de l'INSAC parce qu'il y a des formations qui existent, des formations à la carte, il y a des formations diplômantes. Donc, il faudrait venir se former pour véritablement être un porte-flambeau de ce métier-là, parce que c'est un métier noble. Voilà. Donc, merci encore. Aux étudiants, beaucoup de courage aussi. Merci en tout cas pour ces explications lumineuses. Je rappelle, chers téléspectateurs, que nous recevions à l'instant M. Kablan alias, professeur en archivistique. Avec lui, nous avons fait le tour, nous avons parlé de d'archiver pour une société émergente. J'espère que vous avez pris bonne note. On va lui dire au revoir avec une variété musicale. Elle est signée Fatilova, encore une fois. Merci. On se retrouve pour la suite.